Alors le livre de Stéphane Habib, Faire avec l'impossible pour une relance du politique. Chers amis, alors c'est ce qui s'appelle du culot. Pour le dire autrement, s'il y a parmi vous des gens qui parlent le yiddish, ça s'appelle de la chutzpah. Je veux parler du culot qu'a Stéphane Habib de demander à un rabbin de parler d'un livre de psychanalyse consacré à de la théorie politique. En fait, on dirait presque une blague juive. C'est l'histoire d'un rabbin et d'un psychanalyste qui se rencontrent pour parler de politique. Mais après tout, de quoi pourrions-nous parler? Peut-être d'Oedipe, qui, comme chacun sait, n'était pas juif, mais qui aurait pu l'être, tellement il aimait sa maman. Mais trêve de plaisanterie. On m'a demandé de vous parler pendant quelques minutes de la façon dont j'ai accueilli la lecture de ce livre, Faire avec l'impossible, et de ce qui a résonné en moi et pour moi à la lecture de cet ouvrage, au point d'avoir envie aujourd'hui de le partager avec vous. Et cette résonance a en réalité tout à voir avec la confusion des genres ou des disciplines, ou la chutzpah dont je parlais il y a un instant. Ce dialogue interdisciplinaire, une rencontre peut-être improbable entre des mondes auxquels l'auteur nous convie ce soir et dans son ouvrage. Au fond, il s'agit précisément d'une réflexion sur ce qu'apporte la rencontre avec l'autre, avec une science, avec un langage, avec un univers, qui crée par sa distance un étrange espace de dialogue, comme un entre-deux de sens. Et cette idée d'un entre-deux, d'une transversalité de la pensée, est extrêmement présente dans la pensée de Stéphane Habib, d'ailleurs pas juste dans ce livre, mais aussi dans les autres. Mais ce livre-là l'illustre d'une manière très particulière, et je vais y revenir. À mon sens, ce livre est une réflexion pas juste sur le politique ou la politique, mais sur ce qu'on pourrait appeler tout simplement l'intelligence. En tout cas, sur ce que l'intelligence veut dire d'un point de vue étymologique. Beaucoup d'entre vous le savent, ce mot intelligence vient du latin interlegere. C'est la possibilité de léguer, d'opérer des distinctions de pensée, et certains diraient même de lire, entre quelque chose et quelque chose d'autre. L'intelligence, en français, littéralement, c'est la capacité de penser l'entre-deux, l'espace qui sépare une chose d'une autre, ou un être d'un autre. Et cet entre-deux, monde entre deux êtres, eh bien, c'est précisément une question politique, mais aussi une occupation première, et qui est commune, je crois, à beaucoup d'entre nous. Que votre occupation soit d'être des psychanalystes, des hommes et des femmes politiques, ou même des rabbins, eh bien nous passons notre temps à nous pencher sur l'entre-deux, sur l'espace, la faille, la coupure, la non-unité des êtres parlants, parfois même à l'intérieur d'eux-mêmes, une non-unité, une faille, qui est en fait précisément l'origine du langage. Alors pour l'expliciter, pour l'expliquer davantage, j'aimerais vous raconter une blague, c'est pas une blague juive, c'est une histoire que peut-être certains parmi vous connaissent. À mon sens, elle raconte très bien ce qu'est le langage. C'est l'histoire d'un garçon, d'un petit garçon, qui ne parle pas. À 2 ans, il ne dit pas un mot. Et à 3 ans non plus, ni à 4, ni à 5. Et ses parents sont très inquiets. À 10 ans, il ne dit toujours rien. À 10, pas une phrase, pas un mot. Et finalement, un soir, alors qu'il est adolescent, toute la famille est réunie autour du dîner. Et là, tout à coup, le jeune homme se tourne vers son père et lui dit « Passe-moi le sel ». Et là, le père est bouleversé, explose en sanglots, il prend son fils dans les bras et lui dit « Mais enfin, mais tu parles, mais pourquoi tu n'as rien dit jusqu'à aujourd'hui ?» Et là, son fils lui répond « C'est simple, jusqu'à maintenant, tout allait bien. » Et cette histoire, en fait, elle raconte, je crois, formidablement ce qu'est le langage, peut-être la raison de son apparition ou de sa fonction. Le langage, il surgit souvent précisément au lieu ou au temps où on manque de sel, où on manque d'amour, où on manque de l'autre ou de soi-même, dans une faille intérieure ou une conscience d'incomplétude, comme une unité perdue ou une coupure intérieure qui va faire surgir le mot. Et c'est ce que Stéphane Habib explore magnifiquement dans ce livre, la place de l'écart et de l'entre, qu'il écrit d'ailleurs parfois avec un E, parfois avec un A, le lieu où le langage psychanalytique ou le langage politique va surgir, et avec lui la possibilité que surgisse du nouveau, du non figé, du peut-être, au sens premier du terme, surgit quelque chose d'autre qui pourrait être. Et vous savez mieux que moi combien cet espace, cet entre-deux, est précieux.
dans la pratique analytique, je crois, il est l'écart entre l'écoutant et l'écouté, l'écart entre la parole et l'écoute, entre ce que je dis, ce que j'entends, qui va créer l'espace d'un possible. C'est l'étymologie en français du mot entretien, et Stéphane l'explore dans ce livre. Entretien, là encore, c'est ce qui se tient entre l'un et l'autre. Et cet écart, c'est aussi celui qui existe pour l'analyser à l'intérieur de lui-même, la conscience d'un écart entre soi et soi, parce que quand je parle, il y a toujours de l'autre qui parle en moi. Et pour reprendre ce titre de Derrida, qui je crois est cher à Stéphane Habib, je crois « Je n'ai qu'une langue et ce n'est pas la mienne ». Sur le divan, celui qui parle le sait très bien, ces mots sont à la fois les siens, mais d'autres y parlent très fort et font que ces mots, justement, ne sont pas que les siens. Et ce que je viens de vous dire là, est la prépondérance d'un écart entre celui qui parle et celui qui écoute. Et bien cette idée, figurez-vous qu'elle est très chère à ma tradition de pensée, à la tradition rabbinique, qui en fait ne fait que dire cela à travers tous ces récits, ou presque, notamment à travers cette idée qu'il n'existe pas une loi écrite, mais en fait il existe deux lois, la loi écrite et la loi orale, et l'une ne peut jamais être lue sans l'autre, parce que la loi c'est toujours un dialogue entre ce qui est écrit et ce qui est lu, entre ce qui est énoncé et ce qui est entendu et interprété. Et dans cet entre-deux, et uniquement dans cet entre-deux, le transcendant résonne. Pour l'illustrer autrement, je voudrais vous raconter très brièvement une petite légende rabbinique. Elle n'est pas dans le livre de Stéphane Habib, mais à mon sens, c'est comme si ce livre était une interprétation contemporaine de cette légende ancestrale. Alors j'espère que Stéphane ne m'en voudra pas de dire ça, de faire un peu de lui un rabbin en cet instant. Vous allez voir que miraculeusement sa barbe va pousser en quelques minutes. Voici la légende. Lorsque la Torah, ou la loi, fut donnée aux Hébreux sur le mont Sinaï, eh bien, selon la tradition, tout le peuple était réuni au pied de cette montagne, et les sages alors se demandent « Qu'avons-nous précisément entendu ?» Au mont Sinaï, c'est pas très clair dans le texte, qu'est-ce qu'on a pu y entendre. Alors les sages s'affrontent, personne ne sait ce qu'on a entendu ce jour-là, et certains disent « Les Hébreux ont entendu toute la loi, écrite et orale. » Et d'autres disent « Non, les Hébreux ce jour-là n'ont entendu que les 10 commandements, ce code éthique, moral et politique qui nous est donné dans le Pentateuque. » D'autres leur répondent « Pas du tout, pas du tout. Les Hébreux ont entendu uniquement la première phrase des 10 commandements. Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Mais absolument pas, répondent les autres. C'est pas vrai. Le peuple réuni n'a entendu qu'un seul mot. Le tout premier mot des 10 commandements, Anochi, je suis, c'est-à-dire l'ego, la possibilité d'être du transcendant. Et tout à coup, surgit une voix, qui est la voix des mystiques, qui dans ce grand débat viennent ajouter leur grain de sel. Vous voyez, il est encore question de sel. Et les mystiques disent qu'au mont Sinaï, les Hébreux n'ont entendu que la première lettre du premier mot des 10 commandements. Et c'est tout. Au mont Sinaï, moment extraordinaire de la révélation biblique, les Hébreux ont donc entendu une lettre, qui est la lettre Aleph, première lettre de l'alphabet, dont la particularité est d'être muette. Chers amis, imaginez la scène. 600 000 personnes réunies pour entendre le message le plus important de l'histoire qu'ils vont transmettre au monde, et ce message ressemble à ça. Voilà. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que les mystiques disent que la lettre Aleph, elle n'est pas silencieuse, mais elle est le bruit que fait la glotte humaine qui s'apprête à parler. Et soudain, le sens de la révélation est autre. Et en fait, il vous concerne tous directement, parce que selon cette légende, Dieu, le transcendant, l'inconscient, appelez-le comme vous voulez, ne se révèle pas n'importe où, il se révèle dans la voix de l'homme qui s'apprête à parler. Dans la possibilité du mot, du langage que Lacan nommait, je l'ai appris dans ce livre, le matérialisme, cette structure de l'inconscient au cœur de l'être parlant, qui fait que chaque fois qu'il ouvre la bouche, peut à travers lui parler, pas juste lui, mais de l'autre en lui. Vous pouvez choisir d'appeler Dieu ou autrement. Voilà comment dialoguent nos mondes, ceux de la spiritualité, de la littérature, de la psychanalyse. Mais qu'est-ce que tout ça a à voir avec le politique, qui est le sous-titre du livre de Stéphane Habib, et en réalité le cœur de sa réflexion? Eh bien, tout cela nous ramène au politique. Dans la mesure où le politique est, et Stéphane Habib reprend en cela les mots et développe la pensée de Jean-Claude Milner, le politique c'est un souci de la survie des corps parlants,
c'est-à-dire le souci de ménager un espace de rencontre avec l'autre où va pouvoir surgir du pas encore dit, du pas tout dit, qui nous oblige. J'aimerais ajouter autre chose. Ce livre raconte bien sûr quelque chose d'intemporel de l'expérience humaine et politique, mais il a une temporalité spécifique qu'il me semble essentiel de préciser. Et je voudrais pour ça reprendre les mots de l'auteur qui écrit que son texte est hanté par l'imprévisible de cette année 2015. Pourquoi ? Parce que nous avons vécu en 2015 un appel, à travers les événements et les attentats, un appel extrêmement puissant à la relance du politique dans notre pensée et au cœur de notre travail, du vôtre, du mien, de celui de beaucoup d'entre nous. Vous l'avez sans doute entendu comme moi, combien de fois ont surgi en 2015, et après ces mots, combien de fois vous avez entendu des gens vous dire « ce qui s'est passé est impossible, incompréhensible, impensable ». Et cet impossible de la pensée ou de la parole qui suit les attentats, c'est le point de départ, je crois, de ce livre, et il nous ramène à la définition lacanienne du réel. Vous savez, cette définition qui dit que le réel, c'est ce contre quoi on se cogne. Le réel, c'est là où on se cogne. Effectivement, je crois qu'il est urgent de penser ce qui frappe à notre monde et ce qui fait coup. Et c'est exactement ce que Stéphane Habib, si je l'ai bien lu, nous propose de faire, de tâtonner avec nos mots dans cet espace entre nous, cette faille où peut surgir une autre parole, une parole intelligente, c'est-à-dire une parole consciente d'un entre-deux qu'il va bien nous falloir habiter. Et ce travail est politique, il est difficile, il est douloureux, il est inquiet, et il n'est pas compatible avec le répit ou la sérénité, parce qu'il n'existe ni pour vous, ni pour moi, ni pour nous. Et j'aimerais conclure, si vous me le permettez, avec cette idée d'une non-sérénité de nos fonctions, en vous citant une phrase du livre qui m'a, moi, beaucoup fait rire, mais aussi beaucoup fait réfléchir. Alors je vous la cite. Stéphane Habib écrit « Il s'agit d'occuper la fonction d'analyste, surtout pas de l'être. Il n'y a pas d'être analyste. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, que la formule « je suis psychanalyste » ne dérange pas, vous pouvez lever un sourcil et vous inquiéter un peu, ou bien sourire au-dedans de vous et vous dire qu'il est étonnant d'articuler le mot psychanalyste à quelque chose comme la sérénité, la tranquillité d'un être, pris comme une identité à soi, certaine. Je pourrais remplacer dans cette phrase, partout, le mot psychanalyste par d'autres mots. Rabbin, pasteur, accompagnant, enseignant, voilà, par beaucoup d'autres fonctions qui ne peuvent par définition, me semble-t-il, pas s'exercer dans la sérénité d'une certitude identitaire. Et je conclurai là-dessus parce que vous savez, souvent, très souvent, on me demande « est-ce qu'une femme peut être rabbin ?» Et la réponse la plus juste à cette question, c'est celle que dorénavant je donnerai. C'est non, une femme ne peut pas être rabbin, mais un homme non plus. On n'est pas plus rabbin que psychanalyste, on peut éventuellement exercer cette fonction parfois, mais l'être, une fois pour toutes, c'est pas une possibilité parce que c'est une impossibilité. Et vous me direz, ça tombe bien, parce qu'il faut faire avec l'impossible. C'est le titre du livre et c'est exactement ce à quoi nous sommes invités. Merci à vous.